Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission que nous allons consacrer à la célébration du mois de l'Europe. Le mois de mai, vous le savez certainement, est une occasion pour les constructeurs d'une Europe meilleure et solidaire pour faire le point des avancées obtenues. Depuis le début de ce mois, on a dû le constater à travers des sommets de haut niveau et des débats politiques sur le vieux continent, qu'on réclame une Europe de plus en plus sociale. L'Europe, c'est aussi la solidarité avec l'Afrique et particulièrement avec le Congo, malgré un contexte difficile dû à la pandémie de Covid-19. L'Europe s'est resserré les liens dans l'action en mettant en place une initiative qu'on appelle la Team Europe, l'équipe d'Europe. Une année après, quel est le bilan qu'on peut tirer de cette initiative et est-ce que quelques pays africains ont pu bénéficier des faveurs de cette initiative? Pour en parler, je reçois Monsieur Raoul Mateus Paola. Il est le chef de délégation de l'Union européenne au Congo. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Je constate avec vous également beaucoup d'autres diplomates, dont l'ambassadeur de France, Monsieur François Barreto, Monsieur Stefano Di Leo, ambassadeur d'Italie, et Monsieur Jean-Paul Chalier. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires en pied, l'ambassade de Belgique, et Monsieur Jonas Winesker, vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade de l'Allemagne au Congo. Bonjour. Messieurs, bonjour et bienvenue au décryptage. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Raoul Mateus Paola, je voulais un peu rafraîchir la mémoire avec vous. Il y a une année, on se retrouvait dans le cadre de cette émission pour parler de l'initiative Team Europe qu'on a lancée, on va dire, à la triste occasion de la pandémie du Covid-19. Une année après, quel est le bilan qu'on peut faire de cette initiative? Écoutez, je vous remercie d'abord de nous inviter à un format européen. Donc, j'en suis vraiment très heureux. Et vous avez parlé de cette crise sanitaire qui nous a bouleversés, qui a bouleversé le monde. Eh bien, avant de parler des initiatives qu'on a prises, donc, et du bilan, un an après, donc, de l'équipe Europe, permettez-moi juste de placer le contexte, la crise sanitaire et la signification du 9 mai. Déclaration Schuman, Robert Schuman qui était le ministre des Affaires étrangères français, une Europe ravagée par la guerre, crise sanitaire, on peut faire le parallélisme, et puis vous avez eu une idée de génie, donc audacieuse, de mettre en commun des pays qui se sont fait la guerre, la France et l'Allemagne et toute l'Europe, de mettre en commun le charbon et l'acier. Quel bel exemple de solidarité et quel rappel. Voilà. Eh bien, c'est pas un hasard, mais vous savez, il y a la conférence pour l'avenir de l'Europe qui est lancée. Après une déclaration qui a été faite par la présidente de la Commission européenne, le président, les trois institutions, le Conseil, le Parlement européen, pour lancer ce débat avec les citoyens. Donc voilà, ça nous met un peu le contexte. Et le contexte, évidemment, c'est la crise sanitaire et la sortie de la crise. Alors, quand j'ai parlé d'une idée audacieuse, il y a eu 6 pays fondateurs et moi, je suis très fier d'avoir ici mes collègues de 4 pays fondateurs. Donc, l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie. Il y a bien sûr les Pays-Bas et le Luxembourg, qui sont représentés en face donc à Kinshasa. Et puis tous les autres pays qui ont adhéré. Alors, donc, cette équipe Europe, elle est née d'une idée très simple. C'est la même. Les crises sont là, donc vous savez qu'il y a eu des progrès énormes dans l'intégration de l'Union européenne, la stabilité, on ne s'est plus fait la guerre, la prospérité, donc, et maintenant cette crise sanitaire nous rappelle ô combien on s'en sort mieux ensemble en mutualisant nos ressources. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ce moment que nous tenons cette émission au bord du fleuve Congo qui jette en face Kinshasa où se trouvent également de nombreux ambassadeurs de l'Union européenne. Une question à M. Barreto, ambassadeur de France. La crise à Covid-19 finalement a dû certainement donner des occasions, des opportunités pour renforcer le partenariat, c'est vrai, entre États européens mais aussi avec vos partenaires en Afrique. Oui, comme on le dit depuis le début de cette émission, c'est une évidence, l'Afrique est le voisin de l'Europe, ou l'Europe est la voisine de l'Afrique. En tout cas, les deux continents doivent travailler ensemble, c'est une évidence. Et cette crise, malheureusement, donne une
très mauvaise occasion, mais une occasion quand même de renforcer ces liens, vous avez raison. Et l'Union européenne et ses États membres ont effectivement fait preuve d'imagination, de créativité pour essayer de trouver des mécanismes rapides, efficaces, notamment de diffusion des vaccins, de diffusion des connaissances scientifiques. C'est un débat compliqué, très long, qui se poursuit actuellement. Hein, vous voyez tout ce qui se dit, mais je crois que c'est ça notre avenir. C'est ce devoir de solidarité renforcée entre l'Europe et l'Afrique. Et donc le domaine de la santé, qui est un domaine naturellement essentiel, on touche à l'individu, à l'homme, c'est le cœur de notre action. Monsieur Stefano, vous êtes ambassadeur d'Italie. Est-ce qu'à travers la Team Europe, l'Italie a quand même pu se projeter un peu plus loin vers l'Afrique Oui, tout à fait. L'Italie a une grande tradition d'Afrique. On parle des anciens Romains qui sont arrivés. Les temps sont changés, mais la valeur, comme mon collègue a dit, de l'Europe et de l'Afrique, le futur est le même. L'Italie est très prête à travailler ensemble et on a trouvé une maison, la Maison Europe, l'équipe Europe ici au Congo. Et l'Italie est engagée à travailler avec les partenaires à soutenir les projets plus prioritaires qu'on a élaborés au sein du team de l'équipe Europe et avec tous les pays membres et l'Union européenne ensemble. Monsieur Jonas, est-ce que l'Allemagne également a contribué énormément dans cette Team Europe? Est-ce que votre présence également en Afrique a été assez distincte quand même? Merci pour la question. Et absolument, l'Allemagne, dans le cadre européen, en particulier dans les pays africains et ici au Congo, profite énormément d'encadrement dans l'équipe Europe, pour dire en français. Et ici au Congo, vous le savez, je ne vais pas en mentir, la présence allemande est encore un peu modeste et petite. Et ici, on profite énormément de l'échange dans le cadre de l'équipe Europe. L'engagement multilatéral que l'Allemagne prend avec le partenaire, l'Italie, la France, la Belgique et l'Union européenne est considérable et il faut, pour vraiment avoir une bonne direction, ça se passe très bien ici au Congo avec les 4 pays membres et la délégation. D'accord. Monsieur Charlier, la Belgique est en train d'arriver au Congo. Vous êtes là depuis beaucoup d'années d'ailleurs, mais là vraiment vous êtes en train d'arriver. Est-ce qu'il y a des brèches, des opportunités à travers la Team Europe quand même? Mais en fait, il y a toutes sortes de modalités par lesquelles nous travaillons. Il y a ce qu'on appelle l'aide bilatérale, là c'est avec les pays partenaires de coopération, on fait la coopération directe, mais il y a aussi ce qu'on appelle le multilatéral, c'est-à-dire on a fait, je crois, comme beaucoup d'autres pays, on a augmenté notre appui à l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, et à des programmes de ce genre. Il y a aussi tout ce qu'on fait, puisque nous sommes tous membres. Avant l'équipe Europe, il y avait quand même l'Europe. L'Union européenne, oui, donc justement. On est tous membres aussi de l'Union européenne et on contribue tous à la coopération portée directement par l'Union européenne. Et il y a aussi bien sûr tout l'aspect économique. Il y a eu le développement de vaccins, la production de vaccins, et là aussi ça se fait en concertation avec les partenaires. Ouais. Alors, monsieur Raoul Matheus, au début de la crise, justement, il y a une année, l'Europe a mis beaucoup d'argent à travers certaines organisations, la Croix-Rouge française. Est-ce que aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous évaluez tous ces financements qui ont été faits, vous êtes quand même satisfait du travail qui a été fait, malgré la crise? Oui, je suis très satisfait parce que je pense que la crise a été très sévère pour le monde entier et on a pu trouver une réaction rapide ici au Congo. Comme partout dans le monde d'ailleurs, hein. Vous savez, il y a une réaction de l'Union européenne, de l'équipe Europe, pour être solidaire, parce que le monde entier a été pris par cette pandémie. Ici, vous l'avez bien rappelé, donc nous avons lancé donc le soutien à la Croix-Rouge. Ouais. Vous avez mis 1 milliard par le biais de la Croix-Rouge française, et d'ailleurs en synergie aussi avec la France, l'ambassadeur en parlera. Et aussi les filières manioc, donc le soutien à l'agriculture, pour répondre aux besoins des populations. Et je crois que c'était un grand succès. Donc moi-même, j'ai eu l'occasion de me déplacer, d'aller sur le terrain, de voir combien c'était important et combien on voyait l'impact pour les populations. Monsieur l'ambassadeur,
la Croix-Rouge cette grosse somme, 1 milliard de francs CFA, pour essayer d'appuyer des structures peut-être médicales et tout. Oui, je crois que la Croix-Rouge, par exemple, est un acteur qui est déjà présent au Congo depuis longtemps, sur d'autres sujets. Donc elle était là, donc tout de suite l'Europe l'a désignée, en fait l'a choisie pour être immédiatement efficace avec de l'argent qui vient de Bruxelles. Donc là c'est un exemple concret de complémentarité. Il y a une décision multilatérale européenne et un opérateur français, même si Croix-Rouge c'est très indépendant, hein, ça n'a rien à voir avec l'État français, mais un opérateur français qui met en œuvre le plus rapidement possible des actions. Ensuite il y a des actions de moyen terme, de long terme, sur leur structuration au système de santé, etc., où d'autres systèmes, d'autres procédures peuvent prendre le relais, qui ont d'autres avantages, plus lourdes mais plus puissantes. Vous voyez, enfin, tout ça s'articule, c'est une mise en commun de moyens, une articulation de moyens qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est ça l'équipe Europe, c'est chercher cette meilleure synergie possible entre ce que les uns et les autres savent faire de mieux. La Team Europe, c'est aussi cette passerelle un peu vers l'Afrique, ce pont vers l'Afrique. Est-ce que ça a été facile avec les frontières fermées, faire décoller les avions, amener l'aide humanitaire ou une assistance? Est-ce que ça a été facile dans cette période de Covid-19? Non, facile, non. Ça a été extrêmement difficile. Mais ça montre aussi la force de l'Europe aussi et de la solidarité de l'Europe. Et vous savez que l'Union européenne a été présente beaucoup en Afrique, évidemment, mais partout dans le monde, 130 pays. Donc il y avait un budget au départ de 20 milliards, on a dépensé à peu près 29 milliards d'euros, avec la Team Europe et la participation, la contribution supplémentaire des États membres, on est arrivé à 40 milliards. Mais je pense qu'on voit le bout du tunnel grâce au vaccin. Et là, l'Union européenne a été très solidaire. Mes collègues l'ont déjà rappelé, donc nous et les États membres, ensemble, nous sommes les plus grands contributeurs. Par exemple, du Fonds mondial de santé, par exemple des initiatives comme COVAX. L'Union européenne a déjà mis 2,2 milliards d'euros dans l'initiative de COVAX, que j'espère va être redéployée le plus tôt possible. Justement, parlant de vaccins, voilà, de COVAX, justement, oui. Aujourd'hui, le Congo a bénéficié des premiers vaccins qui viennent de la Chine et de la Russie. Les attentes sont toujours du côté de l'Europe également. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau vaccins venant de l'Europe, ou bien l'appui a été directement fait au niveau de COVAX, au niveau de l'Union africaine? Non, non, je crois que le COVAX est attendu ici au Congo. Oui. Il y a 420 000 vaccins qui sont attendus, donc qui sont engagés dans le cadre de COVAX. Oui. Il y a eu, je crois, quelques petites difficultés d'ordre opérationnel. Et puis des changements de choix de vaccins ensuite la partie congolaise, ça a retardé un petit peu. Okay. Mais le processus est engagé et ça va venir. Donc un peu de patience et voilà. On aura des vaccins de type européen, certainement qui sont attendus par beaucoup de Congolais aussi, puisque les autorités ont décidé de prolonger la vaccination, de l'étendre jusque dans tous les districts, les 54 districts sanitaires que compte le pays. Ce qui est une bonne nouvelle, peut-être avec l'appui de l'Europe. Mais la pandémie, elle est toujours là, et c'est pour ça, vous, à l'Union européenne, vous avez pensé fédérer certaines forces vives au Congo en créant une plateforme, donc le Forum des partenaires du développement. Qu'est-ce que c'est cette idée Monsieur Charlet? Ce forum est d'abord une initiative donc des Nations Unies qui vise à se concerter mieux, à avoir un lieu de dialogue permanent, un lieu d'échange qui permet de savoir qui fait quoi et ce sera pas l'équipe monde, mais c'est quand même une manière, je crois, de se mettre tous ensemble pour mieux travailler. Monsieur Jolas, c'est un peu aussi reproduire la Team Europe à travers ce forum des partenaires au développement locaux. Oui, bien sûr. Faut être solidaire, c'est ça. On est présent dans le cadre de la Team Europe, de l'équipe Europe, et ce forum permet aussi de s'échanger avec les gouvernements congolais comme partenaires, pas dans un sens classique, on donne, vous prenez ou quoi, mais on discute les besoins
on se coordonne avec le côté congolais, les partenaires. D'accord. Monsieur Barreto, la France a une longue tradition de coopération au Congo. Lorsque ensemble, vous vous mettez ensemble et vous préférez ou vous choisissez des partenaires, la société civile et tout le monde, quel est l'objectif en mettant tout le monde ensemble pour faire face à la crise? Naturellement, nous sommes le partenaire historique de ce pays, pour des raisons que tout le monde connaît. Il n'empêche, donc, à ce titre-là, nous faisons beaucoup de choses, nous continuons à faire beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs, mais il n'empêche que nous sommes aussi membres de le fondateur, Raoul l'a rappelé, de l'Union européenne, et très engagés dans l'action européenne. Donc les choses sont complémentaires, encore une fois. Nous continuons, ce n'est pas parce que nous faisons plus d'Europe que nous faisons moins de Français. Nous essayons encore une fois là, de mettre le plus en adéquation possible ce que nous pouvons nous faire, ce que nous savons faire bien, et ce que nous préférons, parce que l'Union européenne le fait mieux, déléguer à l'Union européenne. Et inversement, l'Union européenne aussi choisit parfois l'Agence française de développement, par exemple, qui est un opérateur crédible, qui est renommé, pour réaliser des actions en son nom avec l'argent européen. Donc c'est vraiment une histoire de passerelle et de complémentarité. Et vous pensez que c'est la bonne stratégie en ce moment où on parle de la crise? Il faut se mettre ensemble avec les partenaires locaux, aller chercher même des acteurs au niveau de la société civile. Oui, tout à fait. Mes collègues ont dit exactement ce qu'on pense. Avec la crise de Covid, on a découvert encore plus la solidarité. L'Italie, par exemple, c'était le pays le premier à être touché. On s'est trouvé, au début, on pensait d'être seul. Parce que vous avez vu, la crise est venue de la Chine. Mais à la fin, à l'intérieur de l'Union européenne, on a trouvé une façon de travailler ensemble. Comme François dit, on peut trouver les meilleures parties de chaque pays et les mettre ensemble. On peut vraiment obtenir des résultats formidables. En plus, on doit penser aussi au niveau international, au niveau intercontinental. Et pour l'Europe, l'Afrique est le partenaire principal. Et ici, on a voulu vraiment activer une collaboration générale avec tous les joueurs aussi sur place. Parce que ça veut dire être solidarité. La solidarité veut dire vraiment parler avec tous et trouver les solutions les meilleures. La solution est proche, mais vraiment, il faut encore faire attention et travailler ensemble. D'accord. Alors, malgré toutes les prévisions qui ont été faites pour l'Afrique, le Congo y compris, que ça devait être vraiment l'hécatombe indiquée, on voit bien que le continent résiste à la pandémie et se porte plutôt bien. Le Congo, c'est quelques 10 000 cas, moins de 140 décès. Est-ce que dans cette dynamique, comment l'Europe essaie de soutenir, d'accompagner le Congo pour que justement cette catastrophe prévue finalement n'arrive pas? Parce que il y a une troisième vague, il y a beaucoup de variants, on ne maîtrise vraiment pas malgré la présence de vaccins. Comment vous comptez accompagner le Congo un peu sur ce chapitre, peut-être pour mettre un peu un terme à ce chapitre et qu'on parle d'autres choses plus intéressantes? Tout à fait. Non, mais moi, je crois, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je crois que le Congo a géré très bien la crise jusqu'à maintenant. Et pour toute une série de facteurs, et l'Afrique en général, c'est plutôt bien porté. Mais on n'est pas à l'abri, parce que quand vous voyez ce qui se passe à Madagascar et même en Centrafrique, on n'est pas du tout à l'abri, parce que parfois les pays sont surpris. D'un moment ou l'autre, ça peut basculer. D'où vraiment, et je me permets d'insister, l'importance de vacciner. Il ne faut pas négliger ça, parce que les variants se multiplient, et il y a le variant sud-africain qui arrive aussi en Afrique. Donc c'est très dangereux. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est, je voudrais citer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rappelé très récemment que l'Union européenne est devenue donc le continent, la pharmacie du vaccin. Donc c'est maintenant le continent où on produit le plus de vaccins. Et je voudrais vraiment m'en féliciter. Et ce que je voudrais mettre en avant, c'est la solidarité. Et ça tranche avec d'autres. Franchement, l'Union européenne se distingue parce que l'Union européenne a produit à peu près, jusqu'à ce jour, 400 millions de vaccins. 200 millions utilisés en Europe, 200 millions exportés. C'est quand même extraordinaire. Et ça tranche. Il y a des pays qui ont beaucoup vacciné, mais qui ont exporté 0 vaccin. Donc vraiment cette solidarité, et j'espère de tout mon cœur, et je pense qu'avec les mécanismes de COVAX qu'on va renforcer, parce que bon, là maintenant il y a 420 000 vaccins qui sont prévus et qui vont arriver, j'espère, le plus vite possible, mais j'espère qu'on va renforcer.
Est-ce que dans ce cadre, M. Barato, il y a quand même des actions pour la France ou dans le cadre de l'Union européenne aussi qui sont prévues, des actions ciblées? Tout à l'heure, on parlait du renforcement de la filière manioc, qui était un aliment de base pour le Congo. Est-ce qu'il y a d'autres actions quand même qui sont prévues pour être solidaires avec le Congo, justement? Faites par la France, dans le cadre La France et dans le cadre... Et encore, parce qu'on intervient, comme je l'ai dit, dans beaucoup de secteurs, parfois purement à titre bilatéral, avec l'AFD uniquement, qui a, vous savez, ce qu'on appelle des contrats des endettements développement. Ça, c'est des dons sur lesquels l'AFD travaille seule. Je pense par exemple à la rénovation prochaine qui va bientôt démarrer du CHU de Brazzaville. Bon, c'est un très gros sujet, très gros sujet. On parle de vaccins, de pandémies, mais il y a le renforcement du système de santé congolais aussi qui est essentiel. En mode plus partagé, il y a les infrastructures. Là, on travaille beaucoup avec l'Union européenne, les grandes infrastructures, les infrastructures urbaines, l'assainissement des villes. On a un projet sur 2 villes moyennes, 2 villes secondaires du Congo, Kayi et Owando. C'est de l'argent européen, de l'argent Banque mondiale, de l'argent français. Tout ça est mis en œuvre par l'AFD. Sur des choses très concrètes. On a la formation professionnelle des jeunes, ça c'est essentiel. Ça, on est plus en franco-français ou en franco-congolais sur ce sujet-là. Le soutien, vous savez, au centre de formation et d'apprentissage, le soutien au FONEA, à l'ARCPE, tout ça, la formation de la jeunesse, c'est essentiel aussi. Les résultats ne sont pas attendus dans 15 jours, naturellement, comme le vaccin, mais c'est l'avenir du Congo. Mais on voit bien que la pandémie n'arrête pas les choses. On peut, absolument, on peut vivre, continuer à faire des bonnes choses. Monsieur Charlier, la Belgique, aujourd'hui, vous avez quand même une vue de ce qui se passe au Congo. Est-ce qu'il y a des projets à venir Non, là où on se projette, nous, c'est toujours essentiellement sur le renforcement des liens économiques. Bon, concrètement, il y a des entreprises qui livrent des locomotives au chemin de fer, qui font le dragage du port de Pointe-Noire, ou qui contribuent à la mise en place du FIGA, le fonds qui fournit des garanties pour les investissements. Oui. Et là, effectivement, ça continue. Et c'est magnifique de voir que ça continue. Et ce qu'on espère, c'est que dès que la pandémie va un peu s'apaiser, on pourra recommencer avec les missions économiques. C'est tout ça, ça continue. Et M. Jonas, on voit de plus en plus, aujourd'hui, vous soutenez des coopératives un peu dans le secteur agricole parfois. Et c'est pour permettre aux gens de résister aussi à la pandémie et de faire autre chose. Exactement, ça c'est notre programme de micro-projets de l'ambassade, directement à l'ambassade. Faisons peut-être 100 millions de francs CFA par an. On soutient d'abord les petites coopératives pour renforcer un peu leur résistance vu la situation actuelle, qui n'est pas seulement une situation sanitaire, mais bien sûr, comme vous le savez, ça affecte l'économie dans une manière grave. Mais aussi, on a adapté ce programme de micro-projet afin de produire le cache-nez. On a produit 6000 cache-nez ici à Brazzaville, donc 100% made in Congo. On a offert un soutien direct aux orphelinats, aux maisons de retraités et la ville de Dresde qui est jumelée à Brazzaville depuis, je crois, 45 ans. D'accord. Alors, malgré toutes ces bonnes choses, mais l'Union européenne veut faire un peu plus, faire une toilette des accords de Cotonou, regarder dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme nouveauté dans ces accords, si on peut faire un petit résumé rapide de ce qui va arriver? Avec plaisir. Eh bien, depuis 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu des négociations pour moderniser cet accord, parce que le monde évolue pour être plus rapide, pour répondre plus directement aux défis auxquels les 2 continents sont confrontés. Eh bien, ces négociations viennent d'aboutir, donc cet accord a été paraphé, et c'est l'accord le plus important au monde. Vraiment, je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'il regroupe 27 États membres de l'Union européenne et 79 pays des Afrique et du Pacifique. Et je crois que ça regroupe à peu près
1,5 milliard de personnes. Et ce partenariat va s'articuler autour des grandes priorités, qui est la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'économie verte, la transition économique, la transition digitale, l'environnement, les ressources naturelles. Donc c'est vraiment des grands enjeux qui vont nous mobiliser sur le plan continental, sur le plan régional et sur le plan national. Parce que le paquet va augmenter. Dans le cadre de ce paquet, il y aura 29 milliards d'euros qui vont être consacrés à l'Afrique, qui est beaucoup plus qu'avant. Donc une augmentation substantielle. Donc les fonds FED vont vraiment un peu disparaître, alors qu'à l'époque, on soumettait directement les projets pour obtenir de l'argent avec le projet FED. Qu'est-ce qui va arriver après pour aider au développement de l'Afrique? Non, vous avez raison. Donc le Fonds européen de développement disparaît, puisque il était spécifique au partenariat Afrique, Caraïbes, et maintenant, ce partenariat est intégré dans le cadre du budget de l'Union européenne. Donc, alors que le fonds était un fonds spécifique et particulier pour l'Afrique. Donc, cette spécificité disparaît, donc c'est intégré. Donc, avec, évidemment, un instrument unique qui est mis en place et qui va se traduire. Il y a plus d'exigences pour accéder à ces fonds, à ces budgets, ou bien c'est... Non, comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Donc, vous savez que ces fonds permettent il y a beaucoup de possibilités. Il y a l'approche appui budgétaire pour les pays qui répondent à ces conditions. Il y a l'approche projet. Il y a l'approche multilatérale. Il y a donc les grandes initiatives internationales auxquelles nous sommes contributeurs, comme le Fonds mondial, etc. Et tout ça, ça va se décliner dans le cadre de la programmation. Et alors ici, au Congo, si vous voulez, je peux déjà dire un mot. Donc des grandes priorités qui se dessinent et qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on faisait déjà avant, mais qui est la gouvernance économique et transition verte, parce que ici au Congo, c'est ça qui se dessine. C'est l'après-pétrole. Donc c'est la diversification de l'économie. Donc c'est extrêmement important par rapport à ça. Et pour ce nouveau départ, M. Stefano, donc ces nouveaux accords qui arrivent, l'Italie trouve sa place quand même pour ce nouveau départ. Tout d'abord, il faut dire que la crise de Covid n'a pas arrêté les choses. On a dit il a une grande quantité des idées, des projets. L'Italie partage. Et surtout, on a souligné, Raoul a souligné exactement, et aussi, je pense, mes collègues tous, François et les autres, qu'il y a des grandes priorités pour le Congo, la transition verte, les questions environnementales. Et on a ici l'ENI. L'ENI, l'Italie est présente il y a plus de 50 ans avec l'ENI. Et l'ENI est toujours connecté à les questions du pétrole, du gaz. Mais l'ENI va soutenir aussi un centre de recherche pour les énergies renouvelables au Oyo. Et ça veut dire qu'on pense déjà à développer, à aider, à collaborer avec les autorités du Congo, avec le peuple du Congo, le président du Congo, de faire du Congo vraiment une centre de référence pour toute la région. Ça, c'est une chose, je pense, très importante. Il faut faire aussi des compléments, je pense, au Congo, parce que ici, on a beaucoup de projets, l'équipe Europe travaille, mais c'est pas une chose dans une direction seule. On comprend, on a appris beaucoup du Congo, et la résilience que le Congo a montré pendant toute la crise, et maintenant aussi, c'est un bon point de départ pour vraiment collaborer ensemble pour beaucoup de choses qui ont été discutées aujourd'hui. Les idées qu'on a écoutées aussi dans la cérémonie d'inauguration du président de la République, il a souligné bien ce qu'il faut faire pendant les prochaines 5 années, et on est prêt à le faire. Il y a le team, il y a les partenaires historiques qui sont ici, il y a l'équipe Europe qui a beaucoup des soutiens financiers à mettre sur place, et les pays membres qui sont vraiment prêts à collaborer dans ce grand projet. Il y a aussi une chose dans les négociations qu'il y a eu pendant longtemps pour les accords de Cotonou, c'était justement les barrières entre les pays, mais les barrières aussi, barrières frontalières entre les pays, les zones de douane entre les différents pays, mais aussi avec l'Europe. Est-ce que la question aujourd'hui a été réglée, peut-être sur certains produits? Oui, mais en même temps, il y a une nouvelle dynamique maintenant avec la zone de libre-échange continentale en Afrique. Et l'Union européenne soutient beaucoup. Et même, je crois que
les accords de Cotonou vont évidemment se mobiliser beaucoup sur ça. Donc, sur le développement intercontinental. Parce que vous savez que le paradoxe, c'est qu'encore aujourd'hui en Afrique, et on peut donner l'exemple de la CEMAC, donc le commerce interrégional est très faible. Ici, par exemple, ça se limite à 6-7%. Je suis très heureux que la Banque européenne d'investissement est venue ici au Congo et a aussi donné un nouvel élan, une nouvelle dynamique sur un sujet extrêmement important, qui est le digital aussi. Hein. On a beaucoup parlé de l'économie verte, du digital, et nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement qui va être mis en place, qu'il soit réformateur et qu'il y ait un meilleur climat des affaires aussi pour attirer des investissements, parce que c'est une illusion d'imaginer aucun pays au monde ne peut se développer, ne peut émerger s'il n'y a pas un apport du secteur privé. Très important. C'est fondamental. Et pour ça, il faut améliorer. C'est pas une fatalité. Vous savez, il y a des pays en Afrique qui ont fait des progrès énormes. Le Rwanda, le Ghana, l'île Maurice. Il y a des pays qui font un bond en avant. Il faut beaucoup Donc, travailler. Je crois qu'il faut travailler sur ça pour améliorer le climat des affaires. Justement, Monsieur Charlet, il y a eu un forum des investisseurs que vous avez organisé il y a 2 ans à peu près ici à Brazzaville. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour le secteur privé congolais et pour le secteur économique? Donc, ce forum ou cette mission économique avait à l'époque été d'ailleurs magnifiquement accueilli par le président en personne. C'est resté un souvenir pour tous nos hommes d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective? Il y a quelques nouveautés qui sont très intéressantes pour nous. Par exemple, les zones économiques spéciales, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est une perspective très intéressante pour nos investisseurs. Et on espère aussi que des réformes entreprises par le gouvernement dans le sens d'une amélioration du climat des affaires, dans le sens Ah oui, Monsieur Jonas, l'Allemagne, est-ce qu'il y a des perspectives justement pour ce nouveau départ, les nouveaux accords de Cotonou, mais toujours des opportunités que vous avez malgré la crise Covid-19? Pour l'Allemagne, l'avenir de la diplomatie bilatérale entre nos 2 pays, mais aussi la diplomatie dans le cadre de l'équipe Europe, ça sera la diplomatie verte. L'offre faite par le Congo, qui sait très bien que les tourbières et les forêts du bassin du Congo sont une richesse énorme. Vraiment, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui se trouve dans ces tourbières et dans ces forêts, c'est une année des émissions globales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Et c'est pourquoi on cherche avec beaucoup de coordination et beaucoup aussi de moyens à prendre cette offre du côté congolais pour ensemble protéger ces zones sensibles qui sont vraiment incomparables. Alors ça se trouve seulement dans le bassin du Congo, et ici en République du Congo c'est particulier encore parce que il n'y a pas beaucoup de villages ou villes dans ces zones, mais dans la Likwala, dans la cuvette, c'est vide. Il y a la forêt, on veut vraiment coopérer avec le Congo afin de faire ça protéger. Alors, Monsieur Stefano Leo, vous êtes ambassadeur d'Italie. L'Europe aujourd'hui célèbre ce mois, cette grande fête en Europe. Peut-être que vous avez un mot particulier par rapport aux Congolais ou On a parlé du futur du Congo. Je suis convaincu que le futur du Congo appartient aux nouvelles générations qui doivent être bien formées. La formation, je pense, est un argument vraiment prioritaire pour le futur du pays. Et je pense que là, il faut faire beaucoup. L'Italie peut apporter ses spécialisations dans le cadre du projet de l'équipe Europe, le tourisme, les musées, le secteur agroalimentaire. On a beaucoup de possibilités de collaborer. Ça, c'est le futur, la formation. Et l'Union européenne offre beaucoup de possibilités dans tous les secteurs. D'accord. Monsieur Barato, la perspective aujourd'hui, je sais que vous êtes là, la France est là depuis toujours, mais après chaque année, il y a toujours des nouvelles perspectives. Oui, on est là. Enfin,
Tout ce qu'a dit Stefano nous convient parfaitement. Effectivement, tous les secteurs qui ont été cités, c'est essentiel. La formation des jeunes, j'y reviens encore. Et pas seulement la formation universitaire, mais la formation à tous les niveaux, y compris les techniciens. Les techniciens de base qui, eux, sont formés au Congo. Et il faut aider ces jeunes à trouver leur place dans la société. Le Congo a besoin de ces jeunes et doit leur offrir une perspective. Et cette perspective, elle dépend de leur formation, elle dépend du climat des affaires dont Raoul a beaucoup parlé également. Essentiel, il faut donner confiance aux gens. Si je parle de la France, moi je suis persuadé que beaucoup d'entreprises françaises ont envie de venir ici. Ont envie mais ont peur. Ont peur parce que voilà, on parle du climat qui se dégrade, etc. Alors à tort ou à raison, mais c'est une rumeur en tout cas qui circule dans le monde des affaires. Et il faut recréer cette petite confiance-là. Et je suis persuadé que beaucoup de partenaires auront envie de venir au Congo pour diversifier l'économie et participer vraiment au décollage de ce pays qui a beaucoup de ressources et dont les problèmes finalement ne sont pas si importants que ça. Ils sont à portée de la main, je crois que c'est Raoul qui a utilisé cette expression, les problèmes sont à portée de la main. Il faut donner l'impulsion, il faut donner le signe de la confiance et les choses devraient aller beaucoup mieux. Monsieur Raoul, en une minute, le mois de l'Europe, peut-être souhaiter bonne fête à nos compatriotes, les Européens qui sont à Brazzaville, au Congo. Oui, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Européens, mais à tous les Congolais aussi, parce que c'est notre fête. Nous sommes ensemble, comme on dit en Afrique. Donc, bonne fête de l'Europe à tous. Bonne fête de l'Europe à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions les ambassadeurs de l'Union européenne présents à Brazzaville, principalement monsieur Raoul Mathéus Paola, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, monsieur François Barreto, il est ambassadeur de France au Congo, monsieur Stefano De Leo, ambassadeur d'Italie, et monsieur Jean-Paul Charlier, il est chargé d'affaires en pied en Belgique au Congo, et monsieur Jonas Winsker, vous êtes chargé d'affaires de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine occasion.